Alors, nous, entre-temps, au service d'animation du Conseil des œuvres, on faisait le diagnostic que la formation socio-politique ou la formation citoyenne s'imposait. Il fallait aller plus loin que le citoyen face au pouvoir qu'on avait fait, mais partant un peu de cette de ça. Et c'est donc au centre de formation, on a donc à ce moment-là créé le centre de formation populaire. Alors là, ils sont venus me demander de partir la patente. Et donc, j'avais à monter une équipe, un conseil d'administration, tout le kit, une association, un OBNL, etc., avec un financement assez substantiel qui permettait d'être 5 personnes comme employés. Alors ça valait vraiment le coup. Alors ça, il démarre le centre de formation populaire en 1971. Ouais. Moi, je suis là les 3 premières années. Et c'est dans ces 3 premières années-là qu'on va donner de la formation, non seulement dans les comités de citoyens, mais aussi au Conseil central de Montréal. Il y a des liens avec le Conseil central pour faire de participer à la formation qui se dessinait. Et là, quand on est en 1972, là, il y a la grève générale, les chefs en prison, il y a des manifestes qui sortent, etc. Bon, alors, c'est quoi le projet de société? C'est quoi l'analyse qu'on fait du capitalisme? Puis c'est quoi le projet de société que le mouvement ouvrier porte? Et donc, là, ça m'a amené, moi, personnellement, à proposer au centre de formation d'écrire un livre là-dessus. Alors, ça a donné Les travailleurs face au pouvoir. C'était la période aussi où il y avait du journalisme ouvrier, si je peux dire, qui naissait avec Québec Presse. Ouais. Bon. Alors, Les travailleurs face au pouvoir, c'était publié conjointement le CFP puis Québec Presse. Ah oui. Et là, ça a donné quoi? Ça a donné 5000 exemplaires au point de départ. On était vraiment ambitieux. Mais on s'est retrouvé avec une disparition, pas une disparition, mais une diffusion tellement bonne qu'il y a eu une édition. Une réédition. Une réédition de 3000 exemplaires qui ont aussi parti dans l'histoire. Alors, c'était un moment privilégié, je dirais, un peu spectaculaire, parce que un livre de cette nature-là, ça sort à 500 exemplaires habituellement, puis des fois c'est réédité. Mais là, 8000 exemplaires, ça pète le feu complètement. Et donc, ça a servi pour la formation. Il y avait celle avec les groupes populaires et des comités de citoyens des quartiers, mais il y avait la formation des militants syndicaux sur le projet de société et l'analyse du capitalisme derrière qu'on faisait au Conseil central de Montréal et qu'on faisait au Conseil central de Québec aussi. Alors ça, c'était une période... c'était dans les 3 années que j'étais là, c'était au cœur du travail qu'on faisait. Du début d'engagement en animation sociale au Conseil des œuvres jusqu'à la période des 3 ans au Centre de formation populaire, je poursuis mes études bac en sociologie en premier, puis ma maîtrise. Et mon mémoire de maîtrise va se faire à partir du livre « Travailleurs face au pouvoir ». Ah, d'accord. 1972, c'est qu'il y a une relation qui s'établit avec le Chili. Bon, mais je m'en vais au Chili avec 3 autres personnes. Karl Lévesque, un jésuite enraciné, qui est un jésuite haïtien d'origine, qui est enraciné dans Hochelaga-Maisonneuve avec une radio communautaire. Bon. Yves Vaillancourt, qui est encore jésuite, il est au noviciat et il étudie en sciences politiques en même temps, et Pierre Lagrenade. Bon. On se rend là pour le premier congrès des chrétiens pour le socialisme. On trouve des Européens, des Latino-Américains surtout, un peu d'Africains. Bon. Mais toi qui n'es pas un militant chrétien formellement... Non, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qui t'amène... c'est eux qui t'invitent ou... Alors, ce qui arrive, c'est que Yves Vaillancourt est devenu directeur d'un centre de recherche en politique sociale
Et ce centre de recherche-là collaborait beaucoup avec le centre de formation populaire dans les premières années. Et donc, moi, j'étais défini par eux, comme Pierre Lagrenade, comme étant des alliés des chrétiens politisés. Et donc, ça se justifiait, ça se défendait qu'on soit là, dans le décor. On se retrouve à Santiago avec une manifestation du 1er mai, quelques jours après qu'on soit arrivé là, d'1 million de personnes sur 2 millions de population à Santiago. Pour le 1er mai, à Fête des travailleurs. En contexte où Allende est là depuis 2 ans au pouvoir, sur la base de 6 partis politiques de gauche qui se coalisent pour gagner l'élection. À cette occasion-là, parce que les chrétiens pour le socialisme chilien avaient une bonne base de Québécois qui étaient encore curés, là, entre guillemets, ou décrochés du sacerdoce et qui militaient dans les comités de citoyens de quartier. Je me rappelle, Yves Lanouville travaillait dans une coopérative, la coopérative Cotralaco, qui était une coopérative qui a été démarrée à partir de la fuite du capitaliste qui avait l'entreprise de construction de poteaux de ciment pour les rues, là. Alors, donc, on se retrouve avec Jacques Boivin, Yves Lanouville, leur compagne et d'autres pour visiter des comités citoyens, visiter la coopérative de Cotralaco, et ainsi de suite. Là, on a passé 15 jours là, à faire ça, là. On revient de là, puis là, ça pète le feu pour nous. Et là, on se dit, il faut partir une organisation qui nous permettrait d'être en relation régulière avec l'Amérique latine. Donc, on fait un projet auprès de Développement et Paix de Secrétariat Québec-Amérique latine. Bon, on obtient un financement, Yves Vaillancourt et moi, là-dessus, et ça part. Bon. Et à ce moment-là, le Secrétariat Québec-Amérique latine commence à travailler. Il y a une équipe qui se met en place. Guy Lafleur, qui a été d'ailleurs par la suite premier directeur de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale et le coordonnateur de notre équipe. Moi, je suis dans cette équipe-là. Suzanne Chartrand, la fille de Michel, est dans cette équipe-là. Jean Ménard, anciennement missionnaire au Chili, est avec nous. Et Jacques Boivin il fait partie de l'équipe aussi. Arrive le coup d'État. Là, la première priorité, c'est une solidarité effective. Et ça a été l'accueil de nos Québécois qui ont dû partir. Jean Ménard, Michel Chartrand et moi, on accueille une bonne dizaine de Québécois du Chili. C'était des gens qui étaient là depuis des années. Des années et des années. Et là, évidemment, eux autres, ils ont le choc d'avoir vécu dans l'ambassade et d'être dans l'incertitude pendant une dizaine de jours à l'ambassade. Ils ont fini par sortir. Là, Chartrand a l'idée géniale de dire il faut partir, il faut organiser une rencontre internationale de solidarité ouvrière. C'est la CISO. Solidarité Québec-Amérique latine, qui s'appelait Secrétariat Québec-Amérique latine au début, devient un des ferments du soutien à la naissance de cette conférence-là. Et tout en faisant en sorte que du côté du Chili, le comité Québec-Chili puisse vivre convenablement pour soutenir ce qu'on appelait à l'époque la résistance populaire chilienne. Donc, on développe là un premier type de solidarité internationale qui est une solidarité syndicale et sociopolitique. Alors, c'est là-dedans que moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à Solidarité Québec-Amérique latine. À mon retour, parce qu'à mon retour, je décide de quitter temporairement le Centre de formation populaire pour aller en Amérique latine. On est parti un petit groupe pour 1 an, 74-75, 1 an complet. On a été d'abord apprendre l'espagnol au Mexique. Après ça, on s'est pointé au Pérou.
Après ça, ça a été la Bolivie, ça a été l'Argentine et ça a été Cuba. C'était enclenché, cette solidarité-là. Je reviens de mon séjour d'1 an, qui était éminemment profitable. J'ai perdu 25 livres pendant l'année. On vivait, disons, cheap. Là. On n'avait pas beaucoup d'argent. Mais encore là, c'était le développement épais de l'époque qui nous finançait en bonne partie. Lequel développement épais était très progressiste à l'époque, puis c'était pas les évêques qui contrôlaient l'organisation, c'est le contraire. Mais là, après ça, ça a dégénéré avec Benoît XVI et compagnie. Mais enfin. Au centre de formation populaire, on m'avait demandé, pendant que j'étais là-bas, si je retournais au centre de formation. Moi, j'avais pris la décision que non, parce que je voulais à la fois poursuivre mes études au doctorat en sociologie et travailler avec Solidarité Québec-Amérique latine. C'est ce que j'ai fait, effectivement. Mais on s'est retrouvé à Solidarité Québec-Amérique latine avec un problème sur les bras. Quel avenir le centre de formation populaire? Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on était au coin d'Ontario et Saint-Denis. Ouais. Et là, il y avait une taverne en bas, il y avait le centre de formation populaire au 2e étage. Nous autres, on était au 3e étage, Solidarité Québec-Amérique latine. 2 des membres de l'équipe des 6, Gordon Lefebvre et Marcel Boutin, viennent nous voir pour dire on a un maudit problème parce que c'est en train de dégénérer à l'intérieur du CFP. Ça fait 1 an que ça se stalle complètement. Et que c'est le marxisme-léninisme qui pénètre dans cette équipe-là. Il y en a 4 qui s'en vont dans cette direction. Là, on est en 75, début 76. Ça prend du temps, discuter de ça, faire le tour du jardin avec eux, faire le tour en parler aux gens du Conseil central de Montréal, etc. Et donc, avec le conseil d'administration, il est décidé de partir une assemblée générale pour faire le point et revenir à la vocation première du centre de formation, quoi. Sans faire nécessairement la même chose qu'avant. C'était devenu léthargique parce que les 4 bloquaient tout ce qui était travail de formation auprès des gens des comités citoyens ou auprès des syndicats. Ça, c'est les 4, c'était des permanents des employés. Les employés du centre. Oui, c'est sur les 6, il y en avait 4 qui... ils sont au centre de formation populaire, mais progressivement, l'idée est venue qu'il fallait que le centre de formation populaire disparaissent du portrait. Un peu avant l'Assemblée générale, des gens de mobilisation qui ont passé au PCO par la suite en faisant leur autocritique, évidemment, comme quoi il avait été trop gauchiste, etc., tout le blabla de l'époque. Mais, et là, on se retrouve avec un document de 40 pages qui dit « Le centre de formation populaire appareil bourgeois qu'il faut liquider. » Oh! Ça, c'est le titre. C'est l'intégrale du titre. 40 pages pour essayer de dire une telle chose. Alors, c'était de la bouillie pour les chats, là, mais bon. Alors, on se retrouve donc avec ça, ce qui n'était pas mauvais d'une certaine façon, parce que là, c'était tellement crétin que c'était clair que les jeux étaient faits. Ou bien on casse, le CFP disparaît du portrait, ou bien il réapparaît sans avoir cette gang-là dans le portrait. Alors, on se retrouve au centre Saint-Pierre pour l'Assemblée générale. Les gens rentrent, puis il faut qu'ils signent la déclaration de principe du centre de formation. C'est pas les 40 pages de... Non, pas du tout. Ça, c'est leur manifeste. Ça, c'est leur manifeste à eux autres, mais on avait une déclaration de principe. Qui existait depuis le début, ou quoi? Qui existait depuis le début. Okay. Moi, j'avais rédigé au point de départ, puis ça disait, on n'est pas dans le capitalisme, il faut soutenir les mouvements sociaux, puis etc. Tu sais, tout le discours de l'époque. Et ça se défendait très bien. Il était encore d'actualité, là. Alors là, les gens qui rentrent signent la déclaration de principe. Les gens qui rentrent, qui sont avec la mobilisation, PCO, etc., ne veulent pas signer. Alors, vous restez à la porte. Vous ne rentrez pas. Alors, ils ont été surpris de ça.
Parce que là, c'était une première que des gens peuvent être... Vous n'êtes pas dans cette assemblée-là, tu sais. Et on s'est même bousculé un peu, parce qu'à un moment donné, on a dit, bon, bien, excusez, là, mais on ferme, et l'assemblée va commencer, et on barre la porte, tu sais. Bon. Alors, il y en a eu quelques-uns de la gang qui était là, les 40, qui ont voulu forcer la porte, et on était là, puis ils n'ont pas pu rentrer. Et c'était quoi la proportion de ceux qui avaient signé et qui étaient à l'intérieur? Ah, bien, c'était 100 personnes. OK. Puis eux autres étaient à peu près 40. Ils étaient à peu près 40. C'était vraiment la position marxiste-léniniste. Le parti, c'est l'avant-garde, et c'est par le parti que passent les organisations de masse pour pouvoir avancer, parce que les organisations de masse, sans le parti, ils font juste la défense des intérêts immédiats, ils ne se battent pas contre le capitalisme, blablabla. Bon, c'était ça la théorie de base. Et ça a été le même processus dans différents quartiers pour les coopératives alimentaires. Les coopératives alimentaires dans Montréal ont à peu près tous disparu. À cause de ces chicanes-là? À cause de ces chicanes-là, c'est-à-dire si c'est pas le parti qui décide ici, bien, ça disparaît. Et donc, ils ont échoué complètement. Mais ils voulaient liquider. Alors, ça a été une nuisance pas possible. Oui. Si on revient à l'intervention des groupes extrémistes, est-ce que ça s'est terminé avec cette assemblée-là à laquelle ils ont été exclus? Ah, ça s'est terminé. Leur présence, là, ils sont partis. Là. Ils n'ont pas continué à venir non, il n'y avait plus de prise. Là. Il n'y avait plus aucune prise. Et de toute façon, les 4... Comme ils s'en allaient au PCO, le centre de formation, il était à liquider, donc il n'y avait plus d'affaires là. On est en 1976, on repart. Moi, je suis à Solidarité Québec-Amérique latine, je deviens membre du conseil d'administration. C'est Marcel Boutin et Gordon Lefebvre qui ont été les artisans de la reconstitution de l'équipe. On engage du Nouveau Monde, etc. Et c'est reparti. Bon. Et sur le bon pied. Et là, finalement, après 1 an et demi à peu près, on vient me chercher pour travailler de nouveau au Centre de formation populaire, fait que j'embarque. Et là, il y a une dynamique. J'obtiens un financement public des groupes de recherche du Québec pour faire une recherche sur le mouvement communautaire. Alors, le livre Projet de société sort en 1984. Et le livre Mouvement communautaire sort en 89, mais là, je suis déjà plus là. C'est-à-dire, je suis déjà plus là depuis 6 mois. Je suis à l'Université du Québec en Ottawa. Quand je quitte en 86 le centre de formation, je plongeais dans une autre profession, qui était enseignant et chercheur dans une université. Pour moi, c'était fantastique parce que j'avais appliqué sur un poste qui me faisait enseigner l'organisation communautaire et les mouvements sociaux. Alors, les 15 premières années, j'ai été dans l'enseignement jusqu'aux oreilles. Et là, c'était le contenu de ce qui était l'organisation communautaire et le contenu de ce qu'étaient les mouvements sociaux. Quand je dis les mouvements sociaux, ça veut dire que je présentais aux étudiants en travail social le mouvement syndical, le mouvement communautaire, le mouvement écologique, le mouvement des femmes et le mouvement national québécois. C'est ça que je travaillais avec les étudiants. Les étudiants en travail social, c'est parce qu'ils ont vécu une expérience avec un cousin, avec un ami qui a décroché complètement, qui a pété les plombs. Ils veulent les aider, c'est l'aide individuelle. Bon. Puis là, ben moi, je travaille les affaires, vous dites, oui, mais l'aide individuelle, mais dans quelle sorte de quartier le monde vit? Y a-t-il des organisations qui aident ce monde-là? Qu'est-ce qui a causé les problèmes de cette personne? Qu'est-ce qui a causé les problèmes? Exactement. Alors, c'est tout ça que j'avais en tête quand je faisais les cours aux mouvements sociaux qui m'ont passionné parce que je les ai donnés régulièrement pendant 15 ans, sur les 25 ans que j'ai été là-dedans. Et simultanément, il fallait des nouveaux outils.
de formation pour les gens en organisation communautaire. Il n'y avait rien. Il n'y avait presque rien. Et donc, à Laval, à l'Université Laval, il y a un bonhomme, Laval-Doucette, avec qui je vais travailler, à sortir un premier livre en 1991, Théorie et pratique d'organisation communautaire, qui est devenu le livre de base dans tous les programmes de travail social au Québec, repris en 2007 par une autre équipe avec un tout autre contenu qui tenait compte de ce qui se passait entre 1991 et 2007. Alors, donc, c'était ça, c'est-à-dire j'ai toujours construit des écrits qui permettaient la formation d'avancer. La recherche s'intensifie à l'intérieur de notre programme de travail social. Ça devient un département. Il y a un centre de recherche que, justement, ma collègue Lucie Fréchette a développé. Moi, je développe une chaire de recherche en développement des communautés. J'étais la première chaire de recherche à obtenir un financement. Mais là, c'est tout un financement parce que c'est 1 400 000. Oh mon Dieu! En 2002. Ça veut dire 200 000 par année. Ça veut dire que ça permet d'engager un nouveau professeur qui prend 100 000 sur 200 000 pour me remplacer. Je n'enseigne plus. Et j'ai 100 000 pour travailler au plan québécois et international. OK. Ça va donner lieu à un réseau international, ça va s'appeler le RIPES, le Réseau international d'économie sociale et solidaire. Et ça marche encore, ça continue au plan international. Alors, tu vois, c'est ce genre d'opération-là que j'ai pu faire avec la chaire, parce que là, j'ai pu aller au Sénégal, j'ai pu aller en France, en Espagne, en Belgique, comme je voulais. J'avais l'argent pour ça, là, tu sais, et des assistants de recherche aussi, bon, toute histoire. Alors, c'était ça. Les 10 dernières années, sur les 25, les 10 dernières années, c'était entièrement la recherche, beaucoup consacré au développement de réseaux internationaux d'économie sociale et solidaire, ce qui m'a amené, entre autres, au Bureau international du travail avec une équipe européenne de l'économie sociale et solidaire dirigée par des Belges, Jacques de Fourny et Patrick de Venter. Et non seulement au Bureau international du travail, mais à l'UNESCO aussi, toujours pour faire avancer la question de l'économie sociale et solidaire dans l'international, dans certaines sections de l'ONU, comme le Bureau international du travail. Mais finalement, en 2023, l'économie sociale et solidaire a été reconnue par une vingtaine d'agences de l'ONU, ce qui était assez spectaculaire. Et l'acteur principal dans ce cas-là, ça a été Abdou Salam Fall, un sociologue sénégalais avec qui on a vécu au Québec 25 ans de coopération internationale et qui a produit beaucoup à la fois intellectuellement et dans la création de réseaux internationaux, qui est mort récemment, jeune, 70 ans. Alors ça, c'est une perte complètement inattendue. Et il venait de finir avec son équipe un manuel de formation en économie sociale et solidaire, lequel manuel a été financé par USAID. Mais le USAID avant qu'il meure. Avant qu'il meure. Donc, une première vie d'intervenant communautaire, 1966 à 1986, et une deuxième, 1986 à 2010 à l'université. Troisième période, on arrive ensemble, ma conjointe et moi, à la retraite, qui ne correspond pas à ce qu'on connaît du genre d'organisation de coopération internationale québécoise, qui sont uniquement dans le plaidoyer et le développement social, alors que nous, notre projet au Fonds Solidarité Sud, c'est un projet économique. Mon cher Louis, je te remercie de ta générosité, d'avoir fait ce rappel d'un parcours inspirant et aussi très riche d'expérience.
C'est moi qui te remercie parce que c'était très intéressant de se faire pistonner par toi et tes collègues pour que j'en parle. Bon.